Alors, nous allons finalement exprimer le vecteur accélération dans les systèmes de coordonnées curvilignes. Pour ce faire, on reprend la base de Freinet tau n et b. On reprend la corde S et l'angle θ, donc les coordonnées curvilignes qui repèrent la position de M sur le plan osculateur. Nous avons établi que l'expression de la vitesse dans cette base, dans la base de Freinet, est égale à S point selon tau. Je reprends également le schéma que j'avais utilisé au moment d'exprimer la vitesse dans ce système de coordonnées. Alors, étant donné que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, on va à un moment avoir besoin de la dérivée du vecteur tau par rapport au temps dans le référentiel R. Donc, je vais commencer par calculer cette dérivée, donc avant d'entamer l'expression de l'accélération. Alors, pour ce faire, je vais prendre d'une part la direction qui repère la position de M et la direction de référence, et par conséquent, donc cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Donc cet angle-là, c'est l'angle θ. Ensuite, je vais définir donc deux vecteurs fixes sur le plan osculateur, donc U et V, de manière à ce que U soit collinaire avec la direction de référence et V soit perpendiculaire à cette direction. En fait, pour s'en convaincre que ces deux vecteurs sont fixes, donc si vous voyez ici, je n'ai aucune condition sur le référentiel OXY, mais à part le fait que dans ce référentiel, les axes sont orthogonaux 2 à 2, ça constitue un repère direct. On peut choisir le référentiel de manière à ce que le plan OXY soit confondu avec le plan osculateur, qui est normalement représenté en gris ici. Et par conséquent, si ce plan-là, c'est le plan OXY, ça veut dire que j'aurai ici I et là J, et par conséquent U va être égal à I et V va être égal à J. De tout cela, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait que U et V sont deux vecteurs constants du plan osculateur et sont des vecteurs constants par rapport à R, et donc leur dérivée par rapport au temps est égale à 0. Alors une fois que c'est fait, on prend les trois vecteurs de la base de Freinet, étant donné que c'est une base ortho normée, donc les angles entre tau et n est égal à pi sur 2. Alors tout à l'heure, donc comme j'ai montré tout à l'heure, cet angle là c'est θ. Alors si cet angle là ça va être pi sur 2 moins θ, et comme j'ai pi sur 2 ici, donc cet angle là ça va être pi sur 2 moins, entre parenthèses, pi sur 2 moins θ. Donc si j'effectue le calcul, ça veut dire que l'angle ici que j'ai est égal à θ. Je peux faire le même raisonnement pour cet angle-là et on trouve également que cet angle est égal à θ. Alors maintenant, je fais la projection de tau sur U et V. Donc tau est égal à cosinus θ fois V, donc plus cosinus θ fois V, et moins sinus θ fois U, puisque tau et U, ils se trouvent dans deux moitiés du plan différentes. Quand je parle de moitié du plan, c'est la moitié qui est séparée par la verticale. Et par conséquent, donc si vous voyez pas vraiment comment j'ai obtenu cette relation, retournez à la capsule dans laquelle je calcule les dérivées par rapport au temps du vecteur euro et du vecteur Eθ de la base cylindrique. C'est le même principe. De même, le vecteur unitaire n est égal à moins cosinus θ fois u, donc moins cosinus θ fois u, moins sinus θ fois v. Alors si je dérive maintenant tau par rapport au temps dans le référentiel R, donc ça va être tout simplement, je dérive sinus θ, donc ça va être θ point cosinus θ, donc ça devient moins θ point cosinus θ u, je dérive cosinus θ, c'est moins sinus θ, donc fois θ point, donc c'est moins θ point sinus θ v. Je mets θ point en facteur, donc moins cosinus θ u, moins sinus θ v. Or, si vous regardez cette expression-là, c'est la même que j'ai ici, et par conséquent, la dérivée par rapport au temps de taux dans R est égale à θ point n. On peut refaire le même raisonnement pour n et on retrouve que la dérivée par rapport au temps de n. Donc ici, j'ai pas mis la barre verticale, mais c'est dans le référentiel R. Hein. La même chose ici, c'est dans le référentiel R. Donc est égal à moins θ point fois cette expression-là. Si je regarde un peu plus de près cette expression-là, ce n'est d'autre que l'expression de taux. Et par conséquent, dn sur dt est égal à moins θ point taux. Alors ça, ces deux relations également, il faut vraiment les bien comprendre et les bien retenir, parce qu'à chaque fois que l'on va utiliser les coordonnées curvilignes, vous allez en avoir besoin. Vous pouvez aussi noter qu'il y a un parallèle avec les coordonnées avec le système de coordonnées polaires. J'ai d de euro sur dt est égal à phi point e phi, et j'ai d de e phi sur dt est égal à moins phi point euro. À peu près c'est le même principe, étant donné que sur le plan mathématique, la manière avec laquelle on a établi
les dérivées des vecteurs oraux et phi est la même que celle que j'ai utilisée ici pour établir les dérivées par rapport au temps des vecteurs taux et n. Alors, autre chose dont je vais avoir besoin, on a ds ici, c'est un arc. Donc, j'ai le rayon. Alors, je rappelle que normalement, le dt il tend vers 0 de manière à ce que, sachant que la longueur de l'arc est égale le rayon fois longue, donc je peux écrire que ds est égal à r dθ. Et si je divise par dt, donc je vais avoir s point. Or, s point, donc si je prends ici le module du vecteur vitesse est égal le module de ça, est égal à s point fois le module de taux, et comme taux est un vecteur unitaire, donc est égal à 1, donc le module de v est égal à s point. Donc je peux écrire que s point est égal le module de v, que je vais noter par v tout simplement pour alléger un peu la notation. Petit v, c'est le module du vecteur vitesse de m dans R. Alors, je peux écrire donc S point qui est égal à R, d sur dt est égal à R dθ sur dt, donc est égal à R θ point. Donc, je peux écrire que S point est égal à R θ point, ce qui implique que θ point est égal à V sur R. Alors, en fait, j'ai besoin, comme vous allez voir dans la suite, je vais avoir besoin de cette relation-là. Je vais avoir besoin donc de cette relation-là également, sachant que S point n'est autre que V, que le module du vecteur vitesse. Alors maintenant, reprenons l'accélération. Je sais que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Je remplace le vecteur vitesse par son expression dans la base de Freinet. Donc ça va faire d sur dt de s point, donc c'est s de point, fois taux, plus s point la dérivée par rapport au temps de taux point. Alors taux point, je le remplace par θ point n, ce qui me donne donc s de point taux plus s point θ point n. Alors s point, je le remplace par v, θ point, je le remplace par v sur r, et donc ça va faire v carré sur r. Et s de point, c'est d sur dt de s point, je remplace s point par v, ce qui me donne, donc gamma est égal, ce terme-là, c'est dv sur dt, ce terme-là, c'est v carré sur r. Et on voit bien que la composante ici, elle est selon taux. Donc cette composante-là, elle est là. Donc je peux noter par gamma indice t. Vous allez comprendre le sens de t. Et cette composante-là, et celle-là, c'est la composante, celle-là, c'est la composante donc selon n, que je note gamma n. Et vous allez aussi comprendre pourquoi il y a l'indice n. Et par conséquent, si je les trace, donc j'aurai l'accélération gamma indice t et gamma indice n. Et donc vous voyez bien que gamma indice n il va vers le centre tout simplement et les collinaires est dans le même sens que n, il va vers le centre du cercle osculatoire. Alors gamma t est appelé l'accélération tangentielle puisqu'il est porté par la tangente à la trajectoire, et gamma n est appelé l'accélération normale puisqu'il est porté par la normale. Alors, ce qu'il faudrait voir, c'est que le module de gamma t qui est égal à dv sur dt, il donne la variation du module de la vitesse. Pas la variation du vecteur vitesse, non. C'est la variation du module de la vitesse. Par contre, l'accélération normale, elle est égale à v carré sur r. Donc, elle dépend, si le module de la vitesse augmente, donc l'accélération normale augmente. Si le rayon de courbure augmente, l'accélération normale diminue. Donc pour que l'on ait une accélération normale un peu plus importante, il suffit que le r soit plus petit. Alors nous allons aborder dans ces remarques deux points très importants. Le premier, c'est que si l'on connaît l'expression du vecteur vitesse et celle du vecteur accélération en un point m, comment pourrait-on calculer le rayon de courbure en ce point? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la même chose, on connaît le vecteur vitesse et le vecteur accélération en point m. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la nature du mouvement? Ça veut dire est-ce qu'elle est accélérée ou décélérée? Alors un mouvement est accéléré, c'est lorsque la vitesse du point matériel augmente au fur et à mesure qu'il se déplace. Et la même chose, le mouvement est dit décéléré si le module de la vitesse diminue au fur et à mesure que le point matériel se déplace. Alors, donc le premier point, c'est le rayon de courbure, donc soit R, le rayon de courbure au point M. Alors, je vais reprendre donc le schéma que nous avions utilisé avant, donc la trajectoire, les deux directions donc de référence, celle de référence et celle qui repère la position de M, le cercle osculateur qui est en bleu ciel, et R, c'est le rayon de courbure. Donc, on veut calculer sur la valeur de R, connaissant le vecteur vitesse et le vecteur accélération à ce point-là. Alors, tout d'abord,
je voudrais vous dire, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, le rayon de courbure R n'est pas le même sur tous les points de la trajectoire. Si je prends par exemple ce point-là et je trace le cercle osculateur tangent à la trajectoire en ce point-là, vous voyez par vous-même que le rayon il est différent de R et dans ce cas-là, il est plus grand que R. Alors, je reprends, donc je trace la base de freinée, donc taux N et B. Je trace l'accélération tangentielle qui est collinaire à taux et l'accélération normale donc qui est collinaire à N. Et je vais faire un rappel de deux relations que je vais utiliser dans la démonstration qui permet de calculer l'expression de R. La première, c'est que, alors je vais alléger la notation. Au lieu d'écrire V de M par rapport à R, je vais écrire seulement V flèche. Et le module de V flèche, c'est V. Le module de la vitesse, je vais le noter par V sans flèche. Et donc j'ai V flèche est égal à V selon taux, ce qui me permet d'écrire que taux est égal le vecteur V divisé par son module. D'ailleurs ça on l'a déjà vu auparavant. Pour avoir le vecteur unitaire dans la direction d'un vecteur, il suffit de diviser ce dernier par son module et ça vous donne le vecteur unitaire dans sa direction. Alors cette relation, il faut la retenir, on va l'utiliser. Alors une deuxième relation, si je prends cette fois-ci le produit vectoriel entre taux et le vecteur accélération. Alors je sais que le vecteur accélération est égal, donc l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Or l'accélération tangentielle il est collinaire avec taux, donc leur produit vectoriel est égal à 0. Donc ce qui me reste, c'est seulement le vecteur taux vectoriel gamma n. Et le module donc du produit vectoriel entre le vecteur taux et l'accélération est égal au module du produit vectoriel du vecteur taux avec l'accélération normale. Et nous savons que le module du produit vectoriel de deux vecteurs est égal au module du premier fois le module du deuxième fois l'angle entre les deux vecteurs, ou bien l'angle que forment les deux vecteurs. Donc c'est égal au module de taux fois module de gamma n fois sinus de l'angle entre les deux. Or l'angle entre les deux est égal à pi sur 2. Et donc sinus de pi sur 2 est égal à 1. Le module de taux est égal à 1. Et donc le module de taux vectoriel gamma est égal à gamma n. Or, nous avons déjà établi auparavant que gamma n est égal à V carré sur R selon n, et par conséquent son module est égal à V carré sur R. Donc la deuxième relation que l'on va utiliser dans le calcul du rayon de la courbure, c'est le module de taux vectoriel gamma est égal à V carré sur R. Donc j'ai deux relations, j'ai celle-là et j'ai celle-là que je vais utiliser. Donc une fois que l'on a établi cette relation, on pourrait extraire R. R est égal à V, donc R je le mets de l'autre côté, et le module de taux vectoriel gamma, donc je le ramène à la place de R et ça me donne R est égal à V carré sur le module de taux vectoriel gamma. Je remplace taux par l'expression V flèche divisé par le module de V, donc ça me donne cette expression là. Or on sait que un nombre réel fois le produit vectoriel de deux vecteurs, donc je peux faire sortir le nombre réel et je le mets en facteur des deux, donc ça me donne V carré sur 1 sur V, le module de V vectoriel gamma, et donc je peux le V, je le mets en haut, et ça devient V3 divisé par le module de V vectoriel gamma. Et donc, si je connais la vitesse, je calcule sa norme, ça me donne V, je connais l'accélération. Ensuite, avec cette relation-là, je peux calculer le rayon de courbure. Nous allons récapituler un peu tout ça. Donc, le rayon de courbure, point M, peut être calculé donc comme suit. Donc, on connaît le vecteur vitesse en ce point M, on connaît le vecteur accélération en ce point M, et l'expression de R donc, est obtenue par V au cube divisé par le module du produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors le deuxième point qui nous intéresse, comme ça a été mentionné, c'est à partir du vecteur vitesse et du vecteur accélération d'un point M, de savoir si le mouvement est décéléré ou accéléré en ce point. Alors je rappelle, un mouvement est accéléré si le module de la vitesse augmente au fur et à mesure que le point matériel se déplace. Ça veut dire que la dérivée par rapport au temps donc du module de la vitesse doit être positive puisqu'il augmente. Par contre, elle est décélérée si le module de la vitesse diminue au fur et à mesure que le point matériel se déplace. Et donc la dérivée par rapport au temps du module de la vitesse dans ce cas-là est négative. Alors, pour arriver à ça, il suffit de prendre le produit scalaire entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération et de les exprimer dans la base de freinée. Alors, je prends le produit scalaire, j'exprime la vitesse dans la base de freinée, c'est V selon taux. L'accélération dans cette base, c'est gamma tangentielle plus gamma n. J'explicite les deux accélérations. Ça me donne V taux scalaire dV sur dt fois taux plus V carré sur Rn.
taux scalaire n est égal à 0, donc ce terme-là disparaît, ça me laisse tout simplement. Et comme le module de la vitesse, je le prends supérieur strictement à 0, parce que si le module de V est égal à 0, quel que soit le temps, ça veut dire tout simplement que le point matériel est au repos. Et c'est un cas qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est un point matériel au mouvement. Donc si le module de V est supérieur strictement à 0, le signe de dV sur dt est le même que celui du produit scalaire entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Dans un exercice, si je veux, si le moment est décéléré ou accéléré en un point, alors je calcule l'expression de V, je calcule l'expression de gamma, je fais le produit scalaire. Si le signe du produit scalaire est strictement positif, ça implique donc que dV sur dt est strictement positif, donc ça implique que le moment est accéléré. Par contre, si celui-ci est strictement négatif, ça implique que dV sur dt est strictement négatif, et ça implique que le moment est décéléré. Et dans le cas où il est égal à 0, ça implique que dV sur dt est égal à 0 puisqu'on a considéré que V est différent de 0, et ça implique que le mouvement est uniforme. Et voilà, et vous voyez bien que rien qu'à partir de la vitesse et de l'accélération, les vecteurs, en faisant leur produit scalaire, et le signe du produit scalaire nous renseigne sur la nature du mouvement, s'il est accéléré, décéléré ou uniforme. Donc si vous avez une question quelque part, est-ce que le mouvement est accéléré ou décéléré, pensez à utiliser donc cette méthode.